Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, effectivement, je suis un historien de l'art et je travaille depuis longtemps sur ces problématiques. Et donc, aujourd'hui, j'ai voulu partir de cette question, donc l'art numérique, un art contemporain. Alors, encore, effectivement, toujours la même question, la question du rapport tourmenté entre art numérique et art contemporain, qui est au fond, finalement, la question de la définition d'un art numérique, dont on n'a pas arrêté d'ailleurs de proposer d'autres appellations, New Media Art, Digital Art, art technologique, art informatique, médiatique, etc. Toujours d'ailleurs avec des flottements entre pluriel et singulier. Versus l'art contemporain, et ici, pas de pluriel possible, ce qui est d'ailleurs assez significatif. Alors pourquoi encore cette question ? Déjà parce qu'elle n'est pas vraiment résolue, mais bon, on peut se dire qu'elle ne sera peut-être pas forcément. Et pour ce qui me concerne, j'ai deux mobiles qui me conduisent à me reposer cette question encore aujourd'hui. Un plus théorique et un plus contingent, un plus général et un plus personnel. Depuis toujours, je m'intéresse à la question des frontières entre les disciplines artistiques, disciplinaires, transdisciplinaires. Ma spécialité en tant qu'historien de l'art est d'ailleurs vraiment d'explorer ces frontières. Pour cela, je me définis parfois historien des arts, au pluriel. L'artiste conceptuel Mel Bochner avait produit dans les années 70 une œuvre qui s'appelait Theory of Boundaries. Et après les conceptuels, ou peut-être, comme le veulent certains critiques et historiens, après les médias, on en parlera tout à l'heure, l'art se définit justement comme une théorie ou une pratique des boundaries, des frontières. Les définitions disciplinaires sont tiraillées par des tensions épistémologiques, par des perspectives descriptives et prescriptives qui ne sont pas fixes, mais mobiles. Donc, une théorie des frontières, aussi donc comme un théâtre des frontières, où s'affrontent des dynamiques historiques et culturelles. Un horizon dynamique, relationnel, car il est constitué de connexions, mais surtout positionnel, car il est composé d'un jeu de polarisation, de vectorialisation, des positions qui sont toujours des oppositions. Donc si les côtés positionnels indiquent l'orientation directionnelle, les côtés relationnels soulignent la réversibilité des vecteurs, un point très important, on y reviendra. Considérer donc les systèmes des arts ou l'art in the extended field, comme on disait dans les années 70, comme un champ dynamique des frontières, comme un theater of boundaries, mais semble un point de départ très prometteur et stimulant, auquel m'ont conduit mes recherches des dernières années sur les zones des frontières et d'affrontement disciplinaire. Et je viens à mon deuxième mobile, plus personnel. Cette question donc, de l'art technologique ou de l'art numérique est un fil rouge dans mon histoire personnelle, qui a commencé notamment avec la fondation d'une association, Anomos, fondée d'abord en Italie et ensuite à Paris en 1995, et active jusqu'à 2011. Conçue comme un observatoire de l'impact des médias numériques sur la culture et la création contemporaine, Anomos a rassemblé un réseau international d'artistes, chercheurs, compositeurs, chorégraphes, architectes et informaticiens et a été à l'origine de colloques, workshops, conférences, comme les cycles d'ailleurs Face au présent qui s'est tenu de 1999 à 2007, la dernière année au Centre Pompidou à Paris. Mais surtout des publications comme la revue Collection d'ouvrages Anomalie, dont vous voyez ici quelques couvertures, d'ouvrages réalisés dans le cadre de ces constats. Mais encore, les laboratoires Mediadance, qui a été cofondé avec Armando Menicacci, qui est ici dans la salle, et qui s'est installé depuis quelques années à Montréal. Donc la réflexion que je vous propose aujourd'hui se déroulera donc sur ces deux registres. D'un côté, une recherche théorique et plus générale, et de l'autre, une quête plus personnelle. Ce qui me permet d'ailleurs d'annoncer la sortie d'un volume sur lequel je suis en train de travailler, qui s'appelle Le Cercle Invisible, qui est un recueil de textes où j'aborde justement la question de la technologie dans l'art. Tous ces textes, qui reprennent les préfaces de tous ces livres et aussi du catalogue de l'exposition Invisible dont j'ai assuré les commissariats en 2004, ont non seulement été révisés, mais réécrits. Parfois d'ailleurs, avec les reculs, je suis arrivé à des conclusions complètement opposées de celles du départ. Et c'était un véritable travail donc, de remise en question de positions que je raconte dans un dialogue fictif qui clôt les volumes et qui s'intitule « Journal d'un apostat ». J'anticipe donc que les fils rouges de tous ces écrits d'occasion étaient la définition d'une esthétique de l'interactivité dans les contextes d'un art en transformation. 15 ans plus tard, en prenant progressivement du recul, en essayant de leur donner une épaisseur historique, j'en suis venu interroger davantage les liens entre les expérimentations à la fois théoriques et pratiques des années 90, auxquelles je m'intéressais, donc au moment où les milieux de l'art faisaient face à ce qu'à l'époque Pierre Lévy
premier président de notre association Anomos, avait appelé les déluges numériques, et d'autres pulsions plus anciennes, comme les tendances anti-objectuelles qui poussaient vers le paradigme de l'environnement, de la participation et de la relation dans les milieux de l'art contemporain. Il me semblait donc impératif de réinscrire les expérimentations technologiques dans un contexte artistique et culturel élargi. C'est seulement en dévoilant les parentés profondes qui les lient à d'autres tensions expérimentales des avant-gardes, des années 10, 20 et ensuite 60-70, qu'il me semblait possible d'en révéler les spécificités. Mais venons au point. En préparant cette conférence, au lieu de partir des actes de fondation de ce qu'on appelle l'art numérique, de l'identification d'un moment d'éclosion, envisagé comme une scission séminale du corps de l'art, je me suis dit qu'il serait intéressant de partir de déclarations de mort, proposer de faire plus qu'une généalogie, une autopsie, ou du moins tenter de lister quelques diagnostics sur la fin, la non-existence, les déclins, la faillite de l'art numérique. Celle qui a été pour moi un déclic a été prononcée par Bernard Stiegler, auteur de la trilogie Les temps et la technique, un texte important, et à l'époque directeur de l'IRCAM, lors d'une conférence au Centre Pompidou évoquant les échos contemporains de l'exposition historique Les Immatériaux, une exposition dont on continue de parler beaucoup, qui a été conçue par les philosophes Jean-François Lyotard. Donc en 2004, Stiegler affirmait péremptoire « l'art numérique n'existait pas, il n'a jamais existé ». Voilà, les mots avaient été lâchés, et paradoxalement, d'entendre ces mots ne m'a pas attristé ou irrité, mais quelque part soulagé. Avec Anomos, on était engagé depuis plus de 10 ans dans une opération de sensibilisation aux technologies, parfois dans des contextes réfractaires, comme la danse, comme on peut témoigner à Armando, l'exploration de nouvelles techniques pour faire interagir les langages de l'art, pour associer l'image au son, pour sortir du cadre, pour impliquer les publics. Pourtant, avec les temps, nous nous sentions que la définition d'art numérique nous semblait trop étroite. Comme une provocation, je déclarais toujours à mes amis que le livre sur lequel je travaillais et qui devait contenir mon fin mot sur cette question devait s'appeler « Contre l'art numérique ». Autour de nous, d'autres auteurs importants impliqués dans le même travail de sensibilisation ont partagé la même malaise. Je pense notamment à Philippe Franck, qui a écrit un article « Art sans frontières » sur le mouvement en 2006, ou Grégory Tchatonsky, qui a parlé de l'indifférence de l'art numérique. Je le cite. « Nous nous sommes toujours sentis mal à l'aise face à cette notion, à ces territoires et à ces ghettos, non pas parce qu'il aurait été pu remplacer par un autre mot, une formule plus juste, mais plutôt parce que face à tout mot qui donne une définition, nous sommes dans une position de résistance. Et au-delà même de cet effet, il y a sans doute une raison structurelle, ce que l'art numérique n'est pas l'art vidéo, ni l'art photographique, ni l'art cinématographique. Or, avec les numériques, le champ d'application est beaucoup plus grand. L'ordinateur touche en effet l'ensemble des sphères de la vie, les privés comme les publics, l'intime comme les collectifs, les loisirs comme les travails. Quand quelqu'un sort de son travail, qui rentre chez lui, que fait-il? Il allume son ordinateur. Ces flux continus s'appliquent donc à la temporalité elle-même. Le numérique n'est donc pas dans le champ social un médium comme un autre, il opère une forme de totalisation, d'intégration des différences. De la sorte, il semble peu probable que comme médium artistique, il reste indifférent à cette nature, et on voit combien il faut alors bouleverser nos habitudes et nos cadres d'analyse esthétique pour se hisser à la hauteur de cette transformation. Ce texte est important et intéressant pour notre réflexion. Sa conclusion, qui est celle d'ailleurs de beaucoup d'analystes, est qu'il faut voir les numériques non pas comme un médium qui se rangerait à côté de l'art vidéo, du cinéma expérimental, de l'art audio, mais comme, je cite encore Tchatonsky, un monde qui décatégorise les regroupements classiques. Ainsi, l'art numérique n'est jamais là où on l'attend, il se déplace, il est indifférencié parce que dans la société, il est un peu partout. Plus ou moins les mêmes arguments, d'ailleurs, sont repris par Patrice Maniglier dans son texte « L'art numérique n'a pas eu lieu » dans Art Press 2, en 2013. Je cite les débuts. « Cela semble désormais un fait historique acquis. L'art numérique n'a pas eu lieu. On en avait pourtant annoncé la venue imminente en grande pompe. Comment en aurait-il autrement? Une nouvelle technologie apparaissait, d'une puissance toute singulière. Elle ne pouvait pas laisser les artistes indifférents. Les bricoleurs insatiables n'allaient pas manquer d'investir ces médiums comme ils avaient investi les cinématographies, la vidéo, la radio et même la télé. On l'attendit, on l'attend encore. Les sceptiques demandent où sont les chefs-d'œuvre de l'art numérique. Les croyants s'agacent, s'impatientent, soupçonnent les sceptiques d'être victimes de l'éternel biais réactionnaire, cet esprit qui toujours nie et qui fait des faits n'a cru ni à l'art moderne, ni à l'art contemporain, ni à la vidéo, ni à la performance. Finalement, l'argument, et encore de Maniglier, ici est simple. Il se base sur les statuts du numérique. Tout est numérique aujourd'hui. Nos vies sont filtrées par les instruments numériques, par les médias. Aussi, tous les arts sont numérisés. Tous les artistes travaillent avec les numériques. Donc, plus de place, pas de sens, par un art dit numérique. Les numéros d'Art Press, d'ailleurs, dans lesquels cet article a été publié, s'appelait « L'art dans le tout numérique ».
Par contre, selon Maniglier, il y aurait besoin d'un art dont le but est d'explorer ce passage, ce devenir numérique du monde et donc aussi de l'art, de questionner cette passe ontologique, dit Maniglier en reprenant une définition de Bruno Latour. Le numérique ne serait alors pas l'objet, ni les médiums, ni même les codes, mais le sujet de l'art. Ce qui est frappant dans ces critiques qui se multiplient à partir de 2004, c'est qu'elles viennent de l'intérieur du monde de l'art numérique, par ceux qui s'étaient battus, comme moi, pour le défendre. Je pourrais multiplier les témoignages en ce sens. Fondamentale reste celle de Lev Manovich, avec son texte « Death of Computer Art », publié sur Rhizome en 1996, où il prévoit, déjà en 1996, où il prévoit que la convergence « between the art world and the computer art world » n'aura pas lieu. Dans son texte, dans un schématisme caricatural, mais bien entendu intentionnel, Manovich présente la distinction entre Duchamp Land, le monde des galeries, des revues, des foires d'art contemporain, en analogie avec Disneyland, et Turing Land, The World of Computer Arts, avec ses galeries, ses revues, ses événements comme ISEARTS, Electronica, SIGGRAPH, etc. Chaque territoire a ses règles. L'objet typique du Duchamp Land est orienté vers les contenus, compliqué, ironique, autoréférentiel, critique vis-à-vis des techniques qu'il lui-même utilise. Or, à Turing Land, c'est exactement l'opposé. L'orientation vers la technologie de pointe, des objets simples et usuellement sans ironie, et surtout, les objets de Turing Land prennent la technologie au sérieux. Par exemple, l'accident technique est recherché, provoqué même dans Duchamp Land, pensé à l'œuvre comme un précipité du hasard des Duchamp, alors que dans l'art numérique, comme dans l'industrie informatique, il est évité soigneusement. Si l'ordinateur crache, c'est une catastrophe à Turing Land. À Duchamp Land, c'est le signe d'un succès du processus. La différence n'est donc pas dans l'utilisation de la technologie, mais dans l'attitude vis-à-vis de la technologie. On y croit, on n'y croit pas. La même année, Nicolas Bourriaud, dans son célèbre livre « L'esthétique relationnelle », avait radicalisé cette opposition en la transformant en loi, une loi de délocalisation. Je cite Bourriaud. « L'art n'exerce son devoir critique vis-à-vis de la technique qu'à partir du moment où il en déplace les enjeux. Ainsi, les principaux effets de la révolution informatique sont-ils aujourd'hui visibles chez les artistes qui n'utilisent pas l'ordinateur ? Au contraire, ceux qui produisent des images dites infographiques, manipulent des fractales ou les images de synthèse, tombent généralement dans le piège de l'illustration. Leur travail n'est au mieux que du symptôme ou du gadget, ou pire encore, la représentation d'une aliénation symbolique aux médias informatiques et celle de leur propre aliénation vis-à-vis des modes imposés par la production. Ainsi, la fonction des représentations se joue-t-elle dans les comportements. Il ne s'agit plus de dépeindre de l'extérieur les conditions des productions, mais d'en mettre en jeu la gestuelle, de décrypter les rapports sociaux qu'ils induisent. En synthèse, pour Bourriaud, je cite encore, la technologie n'a d'intérêt pour l'artiste que dans la mesure où il en met les effets en perspective, au lieu de la subir en tant qu'instrument idéologique. L'opposition de Manovich, relue à côté de celle de Bourriaud, qui par ailleurs reviendra sur son avis plus tard, notamment dans son livre Post-production, révèle un point important. Plus qu'un clash entre deux milieux, c'est une opposition entre deux paradigmes. D'un côté, un art qui croit dans la technologie qu'il utilise, de l'autre, un art qu'il envisage du point de vue critique. Cette opposition a une histoire ancienne, et permettez-moi alors de faire un pas en arrière dans l'histoire pour en retrouver ces mêmes conflits bien avant. Dans les dernières années, je me suis beaucoup intéressé à la figure de Jack Burnham, sculpteur, théoricien et curateur, dont j'ai édité l'édition française des célèbres essais publiés sur Art Forum en 1968 et 1969 sur l'esthétique des systèmes. En analysant les passages d'une culture de l'objet à une culture des systèmes, autour des années 60, Burnham n'envisage pas seulement la transformation du paradigme esthétique et d'une définition de l'art, mais la transformation plus globale de l'horizon technique de l'homme. En 1968, Burnham avait publié Beyond Modern Sculpture, The Effects of Science and Technology on the Sculpture of this Century. Dans ce texte, qui mériterait d'être redécouvert, Burnham relie la sculpture à une fonction mimétique de l'art, de l'imitation de la vie. L'histoire de la sculpture se dessine comme la transformation de cette pulsion mimétique. À la suite de l'évolution des paradigmes scientifiques d'interprétation de la nature et du vivant, mécanicistes, idéalistes, organicistes, vitalistes, on passe du régime de la représentation à celui de la simulation, pour viser enfin celui d'une véritable reproduction artificielle du vivant. Ces modèles, certes évolutionnistes, préconisent le dépassement de l'objet, ce qui connecte cette approche aux démarches conceptuelles de la même époque. Burnham critique les productions cinétiques de l'après-guerre, qui semblent révéler une nostalgie du premier âge des machines, selon la définition de Rainer Banham.
En recourant à la mécanique, au moment où se diffusent l'électronique et l'informatique, les cinétismes semblent animés par un regard rétrospectif, plus que prospectif, comme le révèle d'ailleurs l'exposition bilan des Pontus Hilton, The Machine as Seen at the End of Mechanical Age, au MoMA à New York en 1968, et surtout la mise en scène apocalyptique d'une machine suicidaire de Jean Tinguely, hommage à New York, d'une machine qui s'est autodétruite elle-même. Mais il faudra attendre donc les années 50 pour qu'un virage s'opère. Sous l'influence des conceptions scientifiques qui relient les fonctionnements de la matière physique à des transferts d'énergie, l'art s'intéresse aux phénomènes physiques, comme la lumière, l'électricité, le magnétisme, la gravité. Mais pour Burnham, le vrai changement du paradigme est lié à l'avènement de l'automation, à ce que Norbert Wiener appelait la seconde révolution industrielle, l'ère de l'informatique et des nouvelles machines informationnelles, l'ère des systèmes. Et c'est la cybernétique qui fournit les cadres théoriques au nouveau paradigme, né à la suite des conférences de Massey Foundation à New York entre 1946 et 1953 et de la publication de Cybernetics on Control and Communication of the Animal and the Machine de Wiener. La cybernétique se fonde comme une véritable théorie générale de l'organisation qui fait converger les notions de communication, de computation et de contrôle. Pour la cybernétique, le monde est constitué de systèmes composés d'éléments hétérogènes, imbriqués et en interaction. Ces interactions peuvent consister en des échanges de matière, d'énergie, d'informations, des formes de communication auxquelles les éléments réagissent et changent d'état en modifiant leurs actions. Ce qui fascine Burnham dans ses modèles théoriques de la cybernétique, ainsi que dans celui de la théorie générale des systèmes, qui s'en inspire, est d'un côté l'interconnexion et de l'autre l'isomorphisme qu'il postule, non seulement entre les composantes d'un système, mais également entre les systèmes de nature différente, organiques, inorganiques, biologiques, neuronaux, socio-informatiques, qui sont tous composés de la même manière. Un troisième élément fascine et retient l'attention de Burnham, les nouvelles machines cybernétiques. Des machines dont l'objectif n'est plus l'accomplissement d'un travail, d'une tâche mécanique, mais le traitement de l'information. En tant que système responsif, ces machines incarnent pour Burnham les futurs de la sculpture. En passant de l'historienne au prophète, Burnham préconise l'émergence d'un art post-cinétique ou cyborg, comme il l'appelle, où l'art, je le cite, simulerait littéralement la structure de la vie. Donc, dans les silages de disciplines émergentes de l'intelligence, de la vie artificielle, de celui des prototypes des robots réactifs qui commencent à apparaître dans ces années, Burnham prône le remplacement du modèle cinétique de la sculpture par un modèle comportemental, les dépassements définitifs de l'imitation mécanique du mouvement des automates pour atteindre l'imprédictibilité des interactions d'un organisme complexe, comme les vivants. Ces détours étaient importants pour expliquer la parabole des Burnham, qui incarne vraiment, d'une manière, j'ai presque envie de dire, dramatique, ces conflits entre art contemporain et art numérique. Au moment de sa parution, la vision prophétique de Beyond Modern Sculpture ne laisse pas indifférent. Ponctuellement, elle incarne donc les débuts de ce clivage entre l'enthousiasme des adeptes de la révolution technologique et le rejet indigné des technosceptiques. Pourtant, au moment où il avance cette vision, Burnham maintient malgré tout une forme de doute, en évoquant les scénarios extrêmes du cyborg art, qui semble ouvrir sur la philosophie du post-humain et ses dérives transhumanistes. Burnham le définit faustien, et il rappelle qu'au dépassement de l'humain correspondent toujours les risques de sa perte. Ensuite, dans les essais sur l'esthétique des systèmes, il étend son analyse à différentes pratiques de ces époques-là, les environnements, les installations, le site-specific art, les happenings, l'expanded cinema, les installations mixed media, comme on les appelait à l'époque, mais aussi les premières expériences d'interaction avec des machines informatiques. L'objectif de Burnham était de rassembler sous un principe unitaire la constellation des pratiques post-objectuelles de ces années. La superposition entre l'esthétique des systèmes et les paradigmes émergents de l'art conceptuel constitue l'axe central de recherche de Burnham. En 1970, il réalise au Jewish Museum de New York l'exposition trop longtemps oubliée, Software, qui occupe une place des premiers plans dans la liste des expositions manifestes de ces années cruciales. De primary structures à information, à when attitude becomes form, concepts, processes, situation, information. La démarche de Burnham est originale, car elle s'impose de dépasser la perspective de l'art et de l'inclure dans l'horizon plus large des transformations de la culture face à la révolution informatique. Elle n'est pas illustrative ni didactique, mais vise l'identification d'un changement de paradigme, explorer la révolution informatique, pas tant par ses objets que par ses effets,
sur l'individualité, les sensibilités individuelles et sociales. Donc, Burnham décide d'appeler son exposition software. Ces termes, ils présentent l'avantage à la fois de connecter les machines informatiques au processus informationnel et de focaliser l'attention de la dimension matérielle des objets à celle immatérielle de l'information. Concrètement, l'exposition présente une série de dispositifs technologiques très disparates. Des nouveaux outils informatiques pour la création, des imprimantes électroniques, des systèmes de documentation, des œuvres participatives comme la Radio Free Poetry de John Giorno, ou des œuvres conceptuelles de John Baldessari, Robert Barry, Hans Hacke, Kossuth, Leslie Vine et Douglas Hubler, dont les protocoles interrogent la transformation statutaire de l'information au moment du transfert d'un contexte à l'autre. C'est dans ces contextes, d'ailleurs, de cette exposition que Ted Nelson présente son projet Labyrinth, un interactive catalogue, première démonstration publique d'un hypertexte, et que l'architecture Machine Group du MIT, dirigée par Nicolas Negroponte, présente SIC, donc vous avez une petite image là sur la droite, un environnement modulaire composé des petits blocs contrôlés par un ordinateur et habités par une colonie de cobayes. Jusqu'ici, tout va bien. Burnham démontre comment l'art conceptuel et l'art informatique, étant tous les deux basés sur des notions comme système, code, information, interaction, sont proches ou sont carrément la même chose. Mais aussi vite qu'elle se diffuse, l'approche systématique et informationnelle est remise en question. Les attaques arrivent de plusieurs fronts. D'un côté, les représentants de l'école de Francfort fournissent les fondements théoriques d'une critique qui connecte le développement de l'appareil technologique à une transformation générale de l'horizon social, dans ce qui est défini comme le capitalisme avancé, annoncé par l'avènement de la société de consommation à la mécanisation, à la rationalisation des processus de production, à la sérialisation des produits, à la standardisation des formes, correspond une stéréotypisation des comportements et des valeurs. Dans ce contexte critique, l'approche systémique et informationnelle n'apparaît pas seulement comme un dispositif totalisant, mais aussi totalitaire, car il incarne la convergence fatale des horizons du discours et de l'action, de la culture matérielle et immatérielle, instituant, donc par les moyens de la contrainte bureaucratique et de la maîtrise technologique, de nouvelles formes de contrôle social. En synthèse, le système devient synonyme de domination. Mais non seulement Marcuse ou Adorno, mais aussi les artistes deviennent critiques. Je pense à Baldessari, Smithson, Bochner. Ces fronts polémiques qui investissent les paradigmes systémiques préparent un virage très important dans l'art conceptuel, qui vise la réintroduction de la dimension sociale. L'attitude n'est plus la même. Après les social turns, l'art prend la distance des sciences et des technologies et assume une posture qui n'est plus affirmative ou constative, mais dubitative, en revendiquant une mission explicitement critique. C'est la voie d'ailleurs qu'entreprend aussi Hans Hacke, grand allié de Burnham avant. D'abord en déplaçant son attention vers les systèmes sociaux, ensuite en attaquant les systèmes avec ses œuvres politiquement engagées. Un projet de 1970 témoigne de ce virage, vous avez une petite image là, une forme narquoise d'adieu à l'époque de la fascination cybernétique. Donc un ménate, c'est-à-dire un oiseau qui parle, dans une cage, ne cesse pas de répéter « All systems go, all systems go ». Avec les passages donc aux années 70, les changements de contexte est fatal. L'optimisme progressiste qui avait impulsé l'esthétique des systèmes de la fin des années 60 apparaît révolu, comme une forme de naïveté dépassée, au pire comme une forme de connivence suspecte avec les dark side du pouvoir. De la même manière, comme le relève le débat qui anime les colonnes d'Art Forum en 1971, l'alliance entre art et technologie est désormais considérée comme un mariage de convenance avec l'industrie. Les financements des entreprises qui avaient permis les premières expérimentations sont dénoncés comme les gages d'une complicité incompatible avec la mission de l'art. Face au constat d'une séparation de plus en plus nette entre les paradigmes conceptuels sacralisés dans un milieu de l'art contemporain de plus en plus sanctuarisé et protectionniste, et celui de l'art technologique ostracisé et de plus en plus crispé dans son opposition foncière au monde officiel de l'art, les replis de Burnham assument la forme amère d'une apostasie. Les deux visions du software, dont l'exposition éponyme avait montré la contiguïté, sont éloignées pour toujours, en donnant origine à un front de conflits, le digital divide, dont il est question aujourd'hui. Mais en 1980, avant de disparaître et devenir un peu fou, j'ai tout fait pour les retrouver, Jack Burnham, mais ça a été vraiment impossible, mais il est encore vivant. Il a écrit un article qui s'appelle « Art and Technology, the Panacea that Failed ». Il revient sur les projets de convergence entre art et technologie des années 60 et il essaye d'en expliquer la défaite. La question qui se pose est
pourquoi les seules expériences artistiques dans les domaines des technologies du XXe siècle qui ont eu du succès ont à faire avec l'absurdité et la faillibilité des machines, et d'évoquer comme exemple l'antitradition Dada, peuplée des machines inutiles, dysfonctionnelles, subversives, des machines qui ne fonctionnent pas, des Picabia à Ernst, des Duchamp à Tinguely. En revanche, l'art-technologie, qui se prend au sérieux, ça revient, basée sur la chimère de l'innovation scientifique en tant qu'instrument omnipuissant d'émancipation illuministe, semble destinée à l'échec. Nous retrouvons donc les mêmes termes que Manovich utilisera 20 ans après. Dans un renversement des perspectives dont on ressent les travaux douloureux, Burnham dresse un bilan sombre des projets pionniers dans ces domaines. Des expérimentations du EAT, Experiment Art and Technology, au pavillon Pepsi Coca-Cola à Osaka en 1970, à Cybernetic Serendipity, au programme de Art and Technology au Los Angeles County Museum, jusqu'aux expériences qui l'ont impliqué personnellement, comme les CABS au MIT et l'exposition Software. Donc, tout en rappelant les éléments contextuels déjà évoqués, des critiques contre la dérive technocratique, ainsi que des conditions techniques difficiles dans lesquelles les différents projets avaient été élaborés, Burnham s'y demande si la raison du schisme entre art et technologie n'est pas de l'ordre d'une incompatibilité métaphysique, d'une dissimilarité fondamentale en tant que système de symbiose humaine, c'est ce qu'il dit. Au contraire de la pensée technique, les paradigmes conceptuels, qui marquent finalement le destin de l'art contemporain, en expriment une nature qui n'est pas disruptive, mais déceptive. En récusant toute possibilité d'évolution des progrès, il ne cesse de rappeler, je cite Burnham, « comme nous sommes dominés par nos illusions perceptuelles. En devenant conceptuel, l'art semble s'engager dans une mission qui n'est plus progressive, ni régressive, mais réflexive, ou mieux, introspective. Procédant par un jeu vertigineux de négation, l'art s'effonde comme l'expérience d'une déception révélatrice, de l'écart inexorable qui se creuse entre la pulsion originaire qui pousse l'homme à modéliser, à objectiver, à systématiser, à informatiser les réels, et ces mêmes réels qui, systématiquement, il y échappe. Cet état de conscience qui est finalement la visée de l'art fait apparaître en contre-jour la réalité profonde des infrastructures de l'esprit, les structures du mythe et du langage. L'art est autocompréhension, conclut Burnham. Encore, on revient donc à cette idée. L'art-technologie croit dans la technologie et donc se trompe, mais se trompe en tant qu'art ou comme en tant que vision du monde. Et l'art contemporain, conceptuel, n'y croit pas. Bref, la question n'est pas liée à la technique, ni aux médias, ni même aux frontières disciplinaires. Elle est plus profonde. Elle apparaît comme fondamentalement éthique. Donc, les douloureux conflits est là depuis le début. Ainsi, historiquement, on pourrait multiplier les exemples. Je cite juste rapidement l'échange entre Robert Smithson et György Képes autour d'une invitation qui n'a pas abouti, et surtout de la malheureuse Biennale de São Paulo de 1969. Smithson contexte l'optimisme de Képes vis-à-vis de la science et de la technologie, qu'il considère « a sad parody of NASA ». Donc, il dit que, comme vous voyez la citation, « Technology promises a new kind of art, yet its very program excludes the artist from his own art. The optimism of technical progress results in political despair. If technology is to have any chance at all, it must become more self-critical. If one wants teamwork, he should join the army. A panel called What's Wrong with Technological Art might help. » La question, confirme Smithson, n'est pas purement technique, ni même esthétique, mais politique, ou encore plus profondément, morale. What's wrong with technological art? Finalement, cette question a été reprise et discutée au New Museum à New York en 2012, en parallèle de l'exposition Ghost in the Machine, et avec pas mal d'historiens de l'art et des artistes. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de ce débat, mais il est important de citer cette exposition Ghost in the Machine parce qu'elle marque un rapprochement récent. Le monde de l'art contemporain, avec ses curateurs, ses galeries, soudain se réintéresse à l'histoire de l'art technologique, mais à l'envers d'une certaine manière. Ils veulent montrer une contre-histoire, une histoire d'un art anti-technologique. Ghost in the Machine est construite à partir d'une attitude archéologique. Elle contient des expositions qu'elle réactualise en partie, comme Man, Machine and Motion de Richard Hamilton. Et comme l'a dit Massimiliano Gioni, le commissaire de l'exposition, Ghost in the Machine ne veut pas être systématique, exhaustive, mais est conçue comme une Wunderkammer, un cabinet de curiosité qui présente des séquences d'objets et d'œuvres d'art connectées par un réseau de références et affinités, comme un montage surréel. Cette déclaration sonne un peu comme une justification. Elle montre une définition particulière de cette histoire du rapport de l'homme et la machine, foncièrement antipositiviste, sceptique.
Les machines, comme dans l'exposition que John évoque comme son précédent historique, The Bachelor Machine de Harald Zeman en 1975, apparaissent comme des machines célibataires dans son projet d'un musée des obsessions. Elles ne sont pas à prendre au sérieux, mais il faut prendre au sérieux pas leur effectivité, mais leurs effets psychologiques, sociaux, politiques. John y reconnecte ses visions fantasmatiques de la machine célibataire au contexte actuel où, je cite, « l'onanisme global des social médias constitue l'incarnation plus récente ». Les titres des sections de l'exposition sont indicatifs. « Technology as symptom, technology as dream ». Non seulement on ne doit pas croire en machines et aux technologiques, mais il faut relire l'histoire de l'art technologique comme une histoire critique, comme un rêve, comme un égarement tragique, comme une dérive. Plusieurs expositions reprennent aujourd'hui ces points de vue, en associant la croyance dans la technologie à d'autres naïvetés, en explorant les rapports entre la téléprésence et la télépathie, l'écoute des voix des morts, la magie, etc. Pour les tourner à Burnham, de la technologie et d'autres mythes. Je pense au travail curatorial passionnant de Sébastien Pluot et Fabien Vallos sous la réactivation critique de Art by Telephone, l'expo de Chicago de 1969, ou les recherches d'historiens de l'art comme Arnaud Pierre, Pascal Rousseau, ou les projets Media Medium de Gwenola Wagon et Jeff Guess. Donc vous aurez peut-être entendu parler. Mais en tout cas, nous ne pouvons pas discuter de la mort de l'art numérique sans citer les textes polémiques de Claire Bishop publiés sur Artforum en 2012. Numéro anniversaire d'ailleurs consacré à l'art et médias, un symptôme de ces rapprochements dont je parle. Qu'est-ce qui est arrivé à l'art numérique se demande toujours la même question, alors que le numérique est diffusé de manière ubiquitaire dans l'art et dans le monde. Why digital media have failed to infiltrate contemporary art? Et la question précise que pose Bishop. Elle liste les trends, les tendances qui ont animé les mondes de l'art contemporain depuis les années 90. L'art performance, la social practice, l'assemblage-based sculpture, les retours de la peinture, de archival impulse, le film analogique, la fascination pour le design et l'architecture moderniste. Toutes ces tendances semblent aller contre-courant par rapport au développement du digital. Plus dans les détails, Bishop constate une fascination pour l'analogique dans la photo, en général pour les old media. Elle parle de l'elegiac mood of Super 8 versus les smartphones. De l'archive, elle parle du rarefied aura de l'indexical contre l'anonymat d'Internet et la domination de Google. Bon, elle cite, en le liant avec les social terms de l'art contemporain, l'art relationnel, dont on parlera tout à l'heure. Elle conclut que, finalement, pourquoi l'art contemporain est si reluctant, si résistante à décrire notre expérience dans la vie digitalisée, numérisée. Ces réponses restent un peu vagues, il faut l'admettre, semblent donner une partie importante au marché qui recherche encore l'objet et l'auteur, alors que le digital semble pousser vers l'immatériel et les diffuse. Et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. À ces textes, qui procèdent, comme c'est souvent le cas avec Bishop, par simplification, a suivi un intense débat. Par exemple, Domenico Quaranta, curateur et auteur de Beyond the New Media Art, reformule la question. Why the mainstream art world, the small niche I belong to and I'm talking to her by, doesn't respond to the digital age? Donc il dit que non seulement les digital art, l'art numérique est un ghetto, mais que l'art contemporain est aussi une niche. Donc Quaranta rappelle que dans les années 60, la décision d'ajouter un préfixe à l'art était une stratégie de survie, d'opposition à la vulgate moderniste. C'était une forme de manifeste. Mais c'était le cas aussi du net art, qui, selon Quaranta, a été capable de faire les ponts entre Duchampland et Turingland. Il conclut que le media art, qui peut se définir comme un no man's land pour l'expérimentation, une arène multidisciplinaire de recherche, libre des logiques du marché, un chantier stimulant pour la production de formes d'art qui ne se conforment pas aux normes. Bref, comme un incubateur d'instabilité. Je cite, « New media art world can potentially generate the energy that powers the other art worlds, giving the respective ideas of art a radical evolution. » In définitive, le media art qui va perdre, donc aujourd'hui qui peut aujourd'hui perdre son préfixe, parce que nous rentrons dans une condition post-média. Quaranta retrace donc cette tradition de cette notion qui est importante des post-médias, de Guattari à Rosalind Krauss, de Manovich à Peter Weibel, qui en 2005 avait organisé une expo qui s'appelait Post-Media Condition. Donc, encore une fois, les médias se sont généralisés, l'expérience non seulement esthétique est médiatisée, donc tout est post-média. Bref, on n'échappe pas aux médias, on n'échappe pas au numérique, ce qui paradoxalement peut libérer l'art du déterminisme technologique et médiatique. Comme vous le voyez, c'est le même point du départ qui revient. Dans les réponses à Bishop, aussi la curatrice Sarah Cook, co-auteur de Rethinking Curating Art After New Media, reformule la question de Bishop. Why does contemporary art ignore
our digital condition. Cook semble insinuer que ce sont les critiques d'art contemporain ou les curateurs, pas l'art contemporain en tant que tel, qui sont ignorants et méprisants. Elle critique d'ailleurs l'ignorance des Bishop d'une manière très frontale. Elle propose d'ailleurs une réécriture de l'essai de Bishop en changeant les exemples donnés pour répondre à cette ignorance, qui est une ignorance pas sur l'histoire des technologies, mais sur leur fonctionnement, sur le fonctionnement du code et de l'interaction. Cook reconduit les conflits entre art contemporain et digital au conflit entre modernisme et avant-garde, à la question d'une vision innovante ou rétrograde de la société. Elle se demande si c'est l'art numérique qui est ringarde ou l'art contemporain qui est conservateur ou moraliste, et semble montrer des symptômes d'obsolescence. Bref, pour Cook, la question pour l'art numérique n'est pas d'être inclus dans les frontières du monde de l'art contemporain, mais d'être capable de modifier ces frontières. Elle cite les titres d'un texte de Corey Arcangel, « My art world is bigger than your art world ». Au-delà de ces pics polémiques, dans les différents débats émerge un point fondamental que je souhaite traiter avant de conclure, la relation entre l'art technologique et les paradigmes historiques de l'art participatif. Certains, comme moi, et dans les textes de ces livres que je prépare, Les Cercles Invisibles, ont proposé de parler plus que d'un art numérique, d'une esthétique de l'interactivité, et qui a été exploré, d'ailleurs, j'annonce aussi la sortie de ce livre auquel j'ai participé, qui s'appelle « Practicable, From Participation to Interaction in Contemporary Art », qui est une espèce de bible qui vient de sortir au MIT Press, édité par Samuel Bianchini et Eric Verhagen, qui explore donc cette connexion, après la confrontation dont je parlais tout à l'heure, entre conceptuel et informationnel, entre relationnel, participatif et interactif. Et je reprends ici quelques points. Dans mon texte, je parle d'une liste des définitions de Bourriaud où il identifie l'art relationnel comme un art des interstices, une forme d'art dont l'intersubjectivité forme le substrat et qui prend pour thème central l'être ensemble, la rencontre. Un art capable de créer des zones de communication, des collectivités instantanées, des définitions qui peuvent tout à fait être appliquées au paradigme interactif. Alors, je me suis attaché un peu à identifier les différences. Dans les deux paradigmes, relationnel et interactif, la notion des programmes est centrale. En général, les programmes se définissent comme une sorte de contrat, un système de règles que l'artiste propose aux spectateurs pour les guider dans l'expérience de l'œuvre. Pour Bourriaud, les programmes correspondent à un principe d'agglutination dynamique, c'est-à-dire au protocole que l'artiste établit pour la mise en œuvre d'une rencontre, pour la fondation d'un noyau collectif éphémère. De la même manière, dans l'œuvre interactive, les programmes réunissent les instructions contextuelles qui fixent les modalités d'intervention et d'expérience du spectateur à l'intérieur d'un environnement médié par un système informatique. Si l'objectif est le même, la procédure, les modes d'incarnation divergent. Cette divergence entre les paradigmes a des racines historiques évidentes et dérive d'une double généalogie. D'une part, encore une fois, une ascendance conceptuelle, analytique et antiformaliste, dont nous avons déjà parlé. De l'autre, une ascendance concrète, cinétique, néoconstructiviste. Nous retrouvons encore la scission identifiée par Burnham. Dans les premiers cas, les programmes s'implémentent à une série d'instructions principalement textuelles ou graphiques, comme des partitions ou des diagrammes de fluxus jusqu'à l'art conceptuel, dans l'identification progressive de l'œuvre avec sa matrice linguistique ou procédurale. Dans le deuxième cas, de l'art interactif, les programmes s'effondrent comme un protocole d'expérimentation qui a comme fonction la vérification factuelle d'une hypothèse sur les modèles des sciences et des mathématiques pour s'incarner rapidement dans les logiciels, les software, c'est-à-dire la matrice algorithmique du système informatique, qui gère les conduites et en général les modes de relation qui se mettent en œuvre dans l'environnement. Cette divergence se révèle de manière particulièrement évidente à la moitié des années 60, au moment où la notion de programme recourt dans plusieurs manifestes et textes théoriques. D'une part, les programmes constituent l'extension opérationnelle du concept, dans une perspective où, pour la dire avec Sol DeWitt, l'idée devient une machine d'art, où l'actualisation de la forme assume un rôle d'effet collatéral, secondaire par rapport à l'idéalité du processus. De l'autre, en particulier pour la constellation des nouvelles tendances, très souvent identifiée comme un des contextes où est né l'art informatique, la notion de programme assume une position de premier plan. Et il constitue l'instrument principal d'application des méthodologies expérimentales inspirées des protocoles scientifiques. Dans l'introduction au catalogue de l'exposition Arte Programmata de 1962, Umberto Eco définit les programmes comme la matrice structurelle de l'œuvre, qui, au lieu de se cristalliser en une séquence univoque et nécessaire d'éléments, pensez à l'œuvre ouverte, s'effondre comme un champ des possibilités, où la forme, l'ordre ou l'articulation des éléments sont ouverts à processus aléatoires ou à l'intervention d'agents extérieurs, par exemple les spectateurs. Aussitôt, à partir de nouvelles tendances, cette notion processuelle des programmes converge avec les recherches de l'informatique.
et conflue dans la programmation en tant qu'écriture algorithmique. Donc pour les 8, les programmes ont la fonction de limiter au maximum l'arbitraire, les caprices et la subjectivité. Pour Morellet, il se pose comme l'instrument pour garantir l'objectivité, la rationalité et la traçabilité dans le processus de production. Comme ces deux citations le révèlent, les refus de toute approximation, l'impératif de la précision méthodologique et de rigueur analytique constituent des objectifs communs aux deux perspectives, conceptuelles et perceptuelles. Même en partant des prémices divergentes et en procédant avec des applications différentes, les deux voies semblent poursuivre les mêmes buts. D'une part, dépasser l'esthétique de l'objet pour mettre les processus au premier plan, et de l'autre, évacuer toute esthétique du sujet pour donner corps à une praxis rationnelle de l'art, où l'immanence limpide du programme s'oppose à la vague transcendance d'une perspective subjectiviste. Malgré telle matrice soit encore fortement reconnaissable en filigrane aujourd'hui, d'un côté et de l'autre, ces paradigmes tendent à dissimuler la notion des rationalités en la rejetant comme un tabou de l'art. On revient de nouveau au même point de départ. Au contraire des pratiques historiques, pour les paradigmes relationnels et interactifs d'aujourd'hui, la procédure, les processus, les programmes, conceptuels ou perceptuels, ne sont plus revendiqués comme des éléments primaires, autotéliques, mais comme des instruments au service d'une finalité externe, la rencontre, les dialogues, la fondation d'une forme de subjectivité plurielle. Il ne s'agit pas d'un glissement de ténu impact, mais d'un symptôme d'une transformation profonde et radicale. Entre-temps, l'impératif de l'art s'est déplacé du front de l'esthétique à celui de l'éthique. Donc, toute relation reliant deux sujets fonde un microsystème social, nous dit Bourriaud. En même temps, toute relation opère fondamentalement comme un vecteur de subjectivation. C'est dans la relation que la subjectivité se définit. Après la notion des programmes, une deuxième différence entre les deux paradigmes peut être identifiée au niveau des sujets impliqués dans la relation. D'un côté, deux sujets humains, de l'autre, un sujet humain et une machine informatique. Aussi, dans ces cas, la relation ne s'articule pas selon la modalité sujet-objet, mais se déplace sous le registre du dialogue entre deux entités subjectives. La machine informatique ne se présente pas comme un simple instrument, né comme un objet. Elle a une nature hybride. Elle assume certaines caractéristiques du sujet, sensibilité, activité, autocontrôle, intelligence. Elle ne se pose pas comme un intermédiaire, mais comme un interlocuteur. Or, si l'œuvre d'art devient un programme coopératif, un système fédératif, différentes configurations et déclinaisons sont possibles de ce système, non seulement selon la nature des sujets impliqués, homme-homme, homme-machine, mais aussi selon leur nombre. La relation peut s'étendre du dialogue à l'institution d'un espace socialisé. Les sujets impliqués dans l'œuvre environnement se redéfinissent mutuellement, mais ils ne cessent pas de muter. Et en réalité, la relation interactive génère un mouvement instable d'augmentation et de réduction, de substitution et d'hybridation, instaure un régime de suspension identitaire. À la fois, jeu de force, d'équilibre et des conflits entre liberté et domination, entre rémission et agression, cette relation peut attribuer aux sujets impliqués des positions différentes. D'un côté, elle peut mettre en scène un sujet en tant que les simples agents émetteurs ou destinataires d'input et output, de l'autre impliquer des entités stratifiées composées d'un prisme de percepts, affects et concepts. En tout cas, les blocs interface-programme, système informatique, a la tendance à imposer une symétrie, à lisser les différences entre les pôles de la relation, mécanismes d'assimilation, à la convergence entre les quantitatifs et les qualitatifs, entre l'humain et les non-humains. Dans les descriptions des Bourriaud, l'esthétique relationnelle se pose au contraire explicitement comme un laboratoire du social, en recherche obstinément la différence, l'écart, l'accident, dérivé de l'affrontement entre deux altérités. Elle assume, je cite, comme horizon théorique la sphère des interactions humaines et son contexte social, plus que l'affirmation d'un espace symbolique autonome et privé. La transitivité constitue une propriété concrète de l'œuvre d'art, introduisant dans les domaines esthétiques ce désordre formel qui est inhérent au dialogue. Dans ces perspectives, les deux paradigmes apparaissent comme deux polarités. Si les modèles relationnels poussent vers l'individuation des noyaux subjectifs pour constituer une forme de subjectivité étendue et plurielle, une communauté non seulement humaine, mais fondamentalement humaniste, constituée d'un ensemble de différences, les modèles interactifs proposent une suspension et une neutralisation des différences en fonction d'une transparence abstraite, où l'humain se confronte avec ses limites et l'émergence des formes de subjectivité non humaines. D'un côté, l'harmonie, même si précaire et temporaire, de l'autre, la symétrie. D'un côté, la présence et la proximité, de l'autre, la localisation et les mappings. D'un côté, des comportements, de l'autre, des protocoles d'opération. D'un côté, l'immédiateté, de l'autre, les temps réels. Si on rejoint tous ces fils, les superpositions entre les deux paradigmes semblent plus étendues que les différences, liées surtout à la différente ascendance perceptuelle et conceptuelle et au recours à la médiation technologique.
En même temps, si l'on regarde à contre-jour, les profils des deux paradigmes apparaissent minés par des zones d'ombre, habités par un paradoxe, et qui marquent une convergence ultérieure, inattendue et importante pour nous aujourd'hui. En dernière analyse, les paradigmes relationnels ne se manifestent pas comme un interstice social, mais comme un interstice dans les sociales. Tout en prédictant un rapprochement au réel, il met au contraire en scène une prise de distance, parce que toutes les relations se déroulent dans l'espace protégé de la galerie, du musée, et s'édifient sur une séparation des espaces et des temps. En se déplaçant du terrain du social, de la rencontre et du dialogue, du contexte du réel, dans l'abri protégé du white cube de la galerie ou du centre d'art, de la black box ou de l'espace virtuel, l'œuvre relationnelle en défonctionnalise les rituels, non seulement en polissant les aspérités, neutralisant les conflits, mais aussi les identités et les différences, qui en constituent finalement les fondements. En définitive, l'œuvre relationnelle fonctionne non seulement comme un cercle qui, subtil et invisible, fixe des frontières dans les réels, découpe une zone d'extraterritorialité, les domaines de l'art contemporain, mais définit aussi les cercles qui entourent les spectateurs, c'est-à-dire les groupes d'individus qui partagent une relation, le milieu de l'art contemporain. Une relation finalement qui n'existe pas en dehors de ce cercle, une relation totalement artificielle. Or, selon les paradigmes relationnels, définir ce cercle, disposer cette relation, serait la nouvelle mission de l'art. L'œuvre devient dispositif. On connaît l'analyse de Foucault, qui confirme la nature essentiellement stratégique du dispositif, comme une manipulation de rapports de force, une intervention rationnelle et concertée dans les rapports de force, soit pour les orienter dans une certaine direction, soit pour les bloquer ou les fixer ou les utiliser. Ça, c'était Foucault. Les dispositifs disposent et par conséquent imposent. Les dispositifs, c'est toujours un dispositif des contraintes, c'est sa nature. Une critique similaire est souvent appliquée d'ailleurs à certaines pratiques interactives qui se fondent sur la création d'environnements, des situations perceptives, des relations intersubjectives alternatives au réel, où la dimension ludique apparaît comme une forme de désengagement politique et social, où l'art glisse progressivement vers l'entertainment en s'assimilant de plus en plus à l'industrie du loisir et notamment des jeux vidéo. Il s'agit là d'un paradoxe extrême, fondé sur la promesse d'une émancipation sociale. Les deux paradigmes, relationnel et interactif, sembleraient plutôt opter par des formes de renoncement ou d'exil volontaire du réel et de l'horizon social et politique. Une fugue dans l'illusion pour l'art interactif, dans la désillusion pour l'art relationnel. On revient donc à la question de la critique, d'une approche politique de l'art. Ce qui compte, finalement, n'est pas ce que l'art fait de la société, une société médiatisée, numérisée, post-média, mais ce qu'il fait à la société. J'arrive à la fin de mon parcours. Donc, bien évidemment, nous n'arrivons pas à une conclusion. Ces conflits perdurent aussi parce que finalement, ils profitent à certains. Cette différence demeure profitable, au moins opératoire, très concrètement. Et je pense que c'est les cœurs des discussions de ces colloques, j'imagine. Certains acteurs du monde culturel ont besoin de cette notion d'art numérique, qu'il soit pour déterminer une niche du marché, une spécialisation professionnelle, une spécificité créative, ou qu'il soit simplement pour identifier un sujet d'étude. Cette séparation est donc encore utile, répond à des logiques utilitaires. D'autres acteurs poussent au contraire pour l'abolir, des artistes aux curateurs qui revendiquent une reconnaissance du monde de l'art mainstream, certains théoriciens apostates qui sont les trois dans les ghettos qu'ils ont contribué à créer. Bref, il n'y a pas de solution. Justement parce que, comme je l'ai dit au début, non seulement le monde de la pratique est compliqué, mais aussi la théorie est un théâtre des frontières, des positions et d'oppositions, ou, si on veut utiliser les vocabulaires bellicistes de l'avant-garde, un front de bataille, et si l'on veut utiliser les termes de Bruno Latour, une cartographie des controverses. Comme la position du galériste, de l'artiste, du curateur, aussi la position de l'historien de l'art que je suis dessine à la fois une fiction, un récit qui oriente l'espace et un projet qui oriente les temps. L'art numérique, à moi, comme j'essayais de vous montrer par ces quelques références, me sert pour nommer des oppositions dans les théâtres des frontières que j'essaye de dessiner. Mais je m'arrête. L'art numérique est mort, vive l'art numérique. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Plus court que prévu. Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions que vous aimeriez poser ? Oui. Hey. Merci.
même de l'art numérique, il y a eu ces réflexions-là. Je pense par exemple à l'art Internet. L'art Internet a justement voulu couper lui-même de l'art numérique en galerie ou en musée en allant directement sur le web. Après, il y a eu d'autres stratégies. Alors, je voudrais savoir justement, quand tu dis la porte de sortie aujourd'hui, c'est la repolitisation, de quelle repolitisation? C'est sûr que c'est une question très compliquée. Alors, il n'y a pas que le contexte allemand, parce que c'est aussi aux États-Unis, justement, que cette critique a émergé, où l'école de Francfort, d'ailleurs, a vraiment fait mouche, parce qu'il y avait la question du Vietnam. Donc, c'est sûr que, en tout cas, la dimension d'une utilisation de cette connivence entre les pouvoirs, à la fois politiques, militaires et la technologie, émerge du départ. Et fait qu'effectivement, il y a ce mélange qui s'est créé. Mais c'est sûr, tu as raison de le souligner, une dimension critique a toujours existé à l'intérieur de toute cette histoire. C'est fondamental. Et c'est pour ça qu'il me semble important aussi de retrouver ces figures historiques. Alors, effectivement, j'ai cité rapidement le net art, l'art Internet, en faisant parler plutôt Domenico Quaranta, qui, lui, il a consacré beaucoup de temps et beaucoup d'écrits à cette question-là, où il disait justement que c'était peut-être le seul moment où cette connexion entre Duchampland et Turingland avait pu se dissoudre, hein, donc cette convergence avait eu lieu. Et c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, cette question du politique est extrêmement importante. Et il faut continuer à la poser et à réfléchir sur comment vraiment, quels sont les effets donc, de toutes ces pratiques, de toutes ces technologies. Et c'est sûr qu'une des dimensions que tu soulignes importante du net art, que par ailleurs je ne connais pas très bien, enfin je connais un petit peu, et aussi grâce à des personnes comme toi en fait, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là, a été aussi de se libérer de certaines contraintes du système de l'art, donc notamment la galerie, et donc de sortir de ces paradoxes finalement d'un art qui est celui d'ailleurs qui peut être reproché à l'art contemporain, à certaines tendances de l'art contemporain, notamment après le social turn. On sait qu'aujourd'hui, il y a toute une critique de l'art participatif. Je pense à Bishop elle-même, qui était, elle aussi, fait une espèce d'apostasie. Elle était très militante. Aujourd'hui, elle est une des plus acharnées critiques de l'art participatif, parce qu'il dit, voilà, c'est un art qui se revendique politique, mais qui finalement se sépare de la réalité, parce qu'elle évolue entièrement et exclusivement dans ce système protégé, riche et élitiste de l'art contemporain. Donc effectivement, oui, je pense que c'est vrai que c'est un bon contre-exemple. Mais il y en a d'autres. Il y a toujours eu finalement deux racines critiques dans les pratiques technologiques. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Il y a un autre phénomène qu'on parle moins, mais il y a la politique, mais il faut comprendre aussi que le milieu des galeries d'art et des musées, parce que beaucoup de musées se nourrissent des collections proposées par les galeries d'art, sont contrôlés par un système financier qui a tendance à vouloir faire valoriser les objets sur lesquels ils peuvent spéculer. Et les systèmes sont des phénomènes difficiles pour la spéculation en art. Et on sous-estime l'impact des financiers et des collectionneurs qui spéculent dans le paysage intellectuel autour de l'art contemporain. Quand on analyse les conseils d'administration des musées, on voit que souvent, c'est des gens qui sont collectionneurs. Il y a eu même des problèmes aux États-Unis où les artistes ont démissionné parce qu'ils en avaient marre d'avoir des gens qui spéculaient, qui contrôlaient les collections dans les musées publics. Ouais. Donc, ça, c'est un phénomène qui est peu analysé et qui explique pourquoi l'art numérique aussi n'a pas sa place, parce qu'elle n'a pas sa place dans les collections privées et elle ne peut pas être vendue aux enchères aussi facilement. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même peu de gens qui contrôlent quand même ce qui se passe dans les grandes institutions. C'est un paradoxe. Et je pense qu'en fait, ce qui me semble important, c'est qu'il y a un devenir immatériel de l'art
qui effectivement peut aller à l'encontre de cette spéculation qui, au contraire, veut vendre des produits, des objets, etc. Mais on voit, par exemple, aujourd'hui en France, des collections publiques qui s'engagent exclusivement sur des œuvres immatérielles. Je pense au Frac Lorraine, etc. Donc il y a un énorme marché. Pensez au succès d'artistes comme Tino Segal qui travaillent sur les performativités. Donc finalement, je pense que l'art, le système de l'art est capable d'absorber à la fois à niveau institutionnel et à la fois au niveau commercial, l'immatériel. Ce n'est pas ça le problème. Les problèmes qu'on a eus avec et donc, du coup, aussi le numérique. Hein, donc, pourquoi pas aussi toutes ces dimensions-là. Donc, je pense que ce n'est pas l'immatériel, les problèmes. Je pense qu'il y a eu une question vraiment d'idéologie, de refus, comme je vous disais, aujourd'hui, il y a des paradoxes qu'on peut constater d'une manière évidente dans le monde de l'art contemporain. Parce que si les jugements, par exemple, esthétiques d'une œuvre n'est considéré pas pertinent, alors avoir un expo d'art contemporain et dire « Ah, c'est beau », les gens vont regarder en disant « Mais qu'est-ce que tu dis ? Ce que tu dis, c'est pas possible, c'est pas un bon critère ». Par contre, on est de plus en plus engagés à juger des œuvres autour de leur engagement politique. Donc, il y a ces virages que j'essaie un peu de souligner, du passage d'un art qui se revendique de plus en plus comme une mission critique, et donc qui préserve une sorte de dimension éthique. Donc finalement, on va juger l'engagement politique de l'artiste, et ça, par contre, c'est pertinent aujourd'hui dans l'art contemporain, ce qui est paradoxal. Et je pense que c'est cette dimension-là qui a fait qu'à un moment donné, je pense qu'aujourd'hui les choses sont justement en train de changer, il y a eu une séparation avec la question technologique. Pour moi, ça se situe plus que sur la question du matériel, sur les conflits politiques. Mais c'est mon interprétation. Observation là-dessus. Il y a aussi un problème en discutant avec Catherine Millet. Elle me disait que pour elle, le problème central en art contemporain, c'est pas simplement le marché, c'est le marché spéculatif. Ouais. C'est-à-dire, c'est un placement qui n'a aucun rapport avec même la matérialité de l'œuvre. 700 000 $ pour une photo de Goursky n'a aucun sens, puisqu'on sait que le cibachrome il peut durer 50, 60 ans, et du coup c'est quelque chose qui est fait pour être acheté vite, revendu vite, etc. Alors on peut penser qu'en art contemporain, qu'en art numérique ou art médiatique, il y a un problème lié à une mort rapide, presque subite de l'œuvre, parce qu'elle casse, et quasiment aucun artiste s'occupe de la pérennité de son œuvre, c'est-à-dire qu'il y a les œuvres, elles ont besoin les machines, elles ont besoin d'être entretenues, les systèmes ont besoin d'être gardés. Il y a tout d'ailleurs, il y a eu un numéro spécial d'Art Presse, tu sais, sur la conservation, la préservation des œuvres. Mais c'est vrai que par ailleurs, cet aspect touche aussi l'art contemporain, on va dire classique, parce que par exemple, on en parlait hier avec Emmanuel et le requin de Damien Hirst, qui coûtait genre 11 millions de $, ben le requin qui devrait durer parce qu'il était plongé dans le formol, la formule du formol n'était pas bonne, le requin a pourri, il a fallu dépenser 3 millions de $, 6 ans après avoir produit l'œuvre pour la conserver. Donc il y a une espèce de paradoxe. En gros, le marché de l'art numérique, une des excuses, on va dire, à part les excuses conceptuelles dont vous avez parlé, qui est aussi qu'il meurt très vite parce que les artistes ne s'occupent pas de préserver les logiciels, de faire des copies, de garder une machine de backup, etc. Mais il y a aussi cette question du marché spéculatif qui fait que les artistes ne s'occupent pas de ça, donc l'œuvre meurt très vite. Et en même temps, les œuvres d'art contemporain font la même chose puisque les requins pourrissent et il y a des œuvres qu'il faut refaire très vite. Donc c'est une raison supplémentaire pour évoquer la difficulté dont tu parlais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai tout capté, donc peut-être c'est une précision plus qu'une question. J'ai du mal à comprendre exactement l'idée qu'il y a une division entre un art politisé ou une vision d'un art plus politisé et un art plus naïf ou un art plus naïf ou positiviste technologique. Pour moi, des choses, des médias numériques, des œuvres
numériques qui sont naïves à ce point-là. Oui, ça existe, ça a beaucoup existé, puis il y a même un intérêt là parfois. Mais je pense que c'est quand même facile au possible dans beaucoup de cas de dire, mais ça fait partie du design. Moi, j'aime pas trop ces distinctions non plus. Et que les œuvres numériques intéressantes comme art sont des œuvres quand même critiques et politisées. Il y a d'autres façons aussi de décrire ça, je dirais, mais pour le moment, je vais arrêter là. Oui, ce que j'essaie de montrer, c'est comment ces termes reviennent historiquement. Donc effectivement, très souvent, c'est ce qui a été reproché. Donc, et je pense que effectivement, je partage tout à fait votre avis. Il y a des bonnes œuvres, enfin, des œuvres qui fonctionnent, des œuvres qui ne fonctionnent pas. Et donc effectivement, mais c'est sûr que cet argument d'une naïveté, mais de l'autre côté, au début, dans les années 60-70 ou même un peu plus tard, dans les productions technologiques, critiquer aussi d'autre côté l'art contemporain, ou disons l'art qui ne voulait pas utiliser les technologies comme conservateur. Donc c'est un peu, effectivement, bien sûr, ces genres de batailles passent toujours par des simplifications. Ces oppositions-là passent toujours par de radicalisation et donc effectivement ce que j'essaie de montrer, c'est un peu la complexité et que comment finalement ce qui compte dans toutes ces différentes batailles qui ont eu lieu, parce que si on prend ce qui s'est passé dans les années 60 et on le confronte avec aujourd'hui, on a plus ou moins les mêmes termes. C'est ça qui est intéressant, c'est de montrer comment finalement on répète la même histoire, mais entre-temps il y a quelque chose qui s'est passé qui est très très fort et qui est ce changement, ces tournants politiques qui va entraîner du coup tout l'horizon de l'art en général. Et je pense qu'effectivement, dans les années 90, un certain nombre de pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art numérique, etc., ne se posaient pas encore la question du politique ou se la posaient autrement. Étaient beaucoup plus dans l'idée de produire des interfaces, de produire des systèmes, d'interroger les fonctionnements, et que cette question, par contre, l'art contemporain, avec toute son histoire derrière, se la posait déjà. Et donc c'est là où il y a eu un décalage qui s'est opéré, et qui entraîne qu'aujourd'hui n'a peut-être plus sens, effectivement. N'a peut-être plus de sens. Merci en tout cas pour vos questions.